Nous avons regardé la troisième saison de The Mandalorian. Nous ne sommes pas concertés, nous allons découvrir en direct nos avis respectifs. C'est le principe du café multiverse et ça commence maintenant. Bonsoir et bienvenue dans ce 67e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine avec Greg Dyser, Salut! voilà, Ça faisait longtemps. qui a été remplacé 2 semaines de suite par Marie, voilà, Eh oui, puisque Greg est en pleine promotion de sa BD Cléo Super Sirène. merci. Et on vous retrouve à nouveau pour la troisième fois avec Jean-Marc Rétic. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, qui nous accompagne ce Salut soir pour Jean-Marc. parler à nouveau de Star Wars, puisqu'on a fait ensemble Boba Fett. On a fait Andorre et Enfin, on l'a maintenant... regardé, hein, on l'a pas fait Oui, non, on ensemble. l'a pas réalisé quand même, on n'a pas cette prétention-là. Encore que Jean-Marc, lui, a à son actif, et il nous en parlera dans sa présentation, Eh des oui. cours en rapport avec Star Wars. D'ailleurs, on commence. Jean-Marc, qui es-tu? Alors, je suis Jean-Marc Rétic, je suis un réalisateur qui est basé en région parisienne. J'ai fait des courts-métrages, un clip, et je fais principalement de la vidéo institutionnelle pour financer mes courts-métrages, justement. On est dans un cercle vertueux et j'ai effectivement réalisé d'autres trucs en rapport avec Star Wars parce que c'est un univers dont je suis un fan absolu. Un court-métrage qui s'appelle Pôle Impérial, qui est facilement trouvable sur YouTube, et une fiction audio qui s'appelle Star Wars Héritier, qui raconte un petit peu une réunion familiale houleuse chez les Skywalker Solo. La technique est ratée sur ce truc, mais le fond est intéressant. Hum. Et voilà, et je vais essayer de parler de Star Wars le mieux possible avec ce qu'on a sous la main, à savoir The Mandalorian. Voilà, Donc ce et soir, tu mets ta casquette de Jean-Marc critique. voilà, c'est Jean-Marc Critique. En ce qui me Jean-Marc concerne, Critique. je suis responsable de la communication numérique dans une collectivité territoriale. Autant vous dire que tout ce qui est politique, ça me connaît. Voilà. Je l'expérimente depuis 20 ans au contact de politiques locaux. Voilà, et sur une autre planète de ma vie, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Donc, Greg, qui es-tu? Ah, Caricaturiste? c'est ça, bah, comme tu l'as dit, donc Greg caricaturiste ou bien Greg Dyser, donc je fais de la bande dessinée. Là, je suis sur le tome 2 de Cléo Super Sirène qui avance bien. Je vais bientôt démarrer les planches parce qu'on est en train de donner les derniers réglages sur le storyboard. Donc, voilà, j'avance sur la bande dessinée. Et comme tu dis, je suis en promo et ce week-end, je serai à Sévrier BD, donc le festival BD qui est à côté du festival d'animation d'Annecy. Donc, Comment tu dois être crevé, oh la vache. Oui, oui, bah, j'enchaîne un petit peu, mais écoute, c'est pas désagréable et je dois dire que, enfin, je pense que tu connais un peu ça. Il y a les parties de notre métier qu'on fait en solo chez soi. Et en fait, on est assez content quand on se retrouve un peu au contact du public et d'aller voir les retours, les vrais. Et puis moi, en plus, en l'occurrence, c'est une BD qui est faite pour les jeunes, les ados, les enfants. Et donc, du coup, voir si ça marche sur eux, voir s'ils aiment bien Cléo. En l'occurrence, pour ceux qui l'ont lu et qui découvrent, ils aiment bien. Donc, pour l'instant, c'est beaucoup. Ça recharge les piles, plus que ça ne les vide. Tant mieux. je te laisse la parole parce que tu pourrais nous rappeler, s'il te plaît, le Mandalorian. On est déjà 3 saisons tout de même. Oui, Rappelle-nous de quoi ça parle, à quel moment de l'univers Star Wars ça se situe, pour ceux qui ne alors pour connaîtraient moi, pas si je vous encore. raconte à quel moment ça se passe, c'est un spoiler de la fin de saison 2. Parce que justement, je trouve et c'est pour ça que c'est délicat pour moi et que je vous ai demandé en préambule si on allait parler Alors, de la. ne parle pas forcément du spoiler de la saison 2 parce que de toute façon, Non, je non, 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 pense non, même non, pas je que ça vais, a je de... vais, je vais, je vais pas en parler, mais je trouve que au départ, donc on suit un personnage qui s'appelle The Mandalorian, qui vient de Mandalore, et il ressemble étrangement un peu à Boba Fett. Quand j'ai vu les premiers visuels, je me suis dit, tiens, c'est quand même curieux ce personnage. Est-ce que c'est quelqu'un de la famille Fett, voire même Jango Fett? Est-ce que c'est le papa, tout ça? Est-ce qu'on a une histoire de ce type-là? Et je trouve que les deux premières saisons n'en disent pas beaucoup sur l'univers de Star Wars. On peut deviner à peu près où ça se trouve, mais j'ai l'impression que tout le pitch était un peu là-dessus, c'est-à-dire à être dans l'univers Star Wars, mais pas proprement nous dire
où on en était, contrairement à d'autres séries comme Andor, par exemple, où on savait très bien où ça se trouvait, ou bien ou le film Rogue Leader, pardon, je T'as eu sais ce plus comment ça s'appelle. ressenti-là, toi aussi, Jean-Marc, dans les deux premières Bah, en saisons? fait, pas vraiment, parce que bah, moi je suis très au Là, fait tu connais trop. de ce qui se passe dans cet univers, donc j'étais à l'affût de la moindre information et quand, voilà, quand on aime un sujet, on trouve rapidement des sources. Et il a été établi très clair dans la stratégie marketing de Disney de situer ça 5 ans précisément après le retour du Jedi. Donc j'avais même l'âge de D'accord. Luke Skywalker en tête, c'est-à-dire à quel point j'étais raccord sur la chronologie du bousin. Et D'accord. donc non, j'ai pas eu ce sentiment-là, mais je peux comprendre qu'on l'ait si on suit pas Star Wars. J'ai l'impression c'est justement, ça ressemblait un peu à un jeu de piste, mais donc pour revenir au pitch, puisque voilà, en tout cas, bon, c'est peut-être mon vécu à moi, hein, du coup. Mais donc, on a le Mandalorien qui se retrouve avec une mission, un peu. Il doit protéger quelqu'un, il doit accompagner The Child, un enfant étrange qui ressemble à un bébé Yoda, quoi. Voilà, c'est ça le début de C'est la d'ailleurs comme série. ça que tout le monde l'a appelé pendant la saison, un bébé Yoda, voilà. Tout à fait. Voilà. Et là, un hold-up affectif et marketing de génie. Oui. Bébé Yoda. Mais je trouve, mais moi, ça me fascine tellement. Le truc est calibré pour nous acheter, quoi. Je Mhm. trouve que c'est un hold-up magnifique. Bébé Yoda, mais oh la vache, les mecs, c'est des génies, Un, quoi. un- un autre hold-up à la fin de la saison 2 dont on ne parlera pas dans la partie non spoiler, même C'est le si bébé je... Jar Jar Binks, c'est Non, ça? c'est pas ça. Même si évidemment c'est sûrement déjà connu, en tout cas ça a déjà été bruité plus que ça même encore. C'était d'ailleurs difficile de l'éviter au moment de sa sortie. Mhm. Voilà, du coup j'ai perdu le fil. Mais voilà, donc du coup, dans la première partie de l'émission, on va essayer quand même de pas trop vous en raconter si au cas où vous n'auriez toujours pas vu le Mandalorian, que vous ne seriez pas, je ne sais pas, soit pas un fan de Star Wars, soit vous n'avez pas eu le temps, soit vous n'avez pas été motivé pour le regarder. Ce qui serait quand même étonnant parce que là, vous allez m'arrêter si je me trompe, ça a quand même été la série qui a été la plus plébiscitée par les fans de Star Wars jusqu'à récemment, j'ai envie de dire. Ah oui, 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 largement. Il y a Andor qui est venu un peu grappiller sur ses plates-bandes, mais jusqu'à présent, Mandalorian, de l'avis général des fans et du grand public, c'était le meilleur contenu estampillé Star Wars, quoi. Mhm. Faut dire Pour qu'au-delà revenir du... sur le conducteur de l'émission, pardon, moi je risque de spoiler, mais sans le vouloir, quoi. C'est dans la conversation, Oui, je préfère on va essayer de faire attention, mais effectivement, c'est difficile. C'est quand même une série qui en est à sa troisième saison. Et on vient de finir la troisième saison en plus. Donc, il y a déjà eu des spoils qui sont sortis un petit peu dans tous les sens. Si vous y avez échappé, c'est que vous avez vraiment énormément de chance parce que c'est difficile en tout cas. Tu voulais dire, Greg, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, non, je t'en prie. Ce que je voulais dire, c'est que au-delà tu parlais de marketing, mais quand même, la série, ce qu'on peut en dire, c'est que ils ont beaucoup travaillé l'aspect. Ils sont revenus, j'ai l'impression, à une approche quand même très, comment dire, très, direction artistique, quoi. On sent que voilà, c'est le projet d'une personne qui avait sa vision sur Star Wars, donc est-ce que je vais y arriver? Pardon. Dave Filoni, Euh, John Favreau et Dave John Filoni. Favreau, voilà, Dave ouais, les deux. Filoni et Jon Favreau. Et puis, je trouve que ça se ressent, moi, dans les génériques de fin. Et c'est presque. Le premier épisode, moi, ça m'a pas trop. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à regarder The Mandalorian, les deux saisons étaient sorties. Moi, les deux premières saisons étaient sorties. Et donc, j'ai eu Disney Plus à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à regarder. Et en fait, moi, ce qui m'a donné envie de continuer, c'était les génériques de fin. Parce que, en fait, à la fin de l'épisode, on voit tous les concept art, finalement les scènes qui ont été faites en peinture numérique comme ça. Et je me suis dit, tiens, on a quand même un produit qui est pas dû au hasard. Et on sent qu'il y a des personnes qui ont travaillé et qui ont vraiment bossé l'aspect et bossé aussi. Tu parles de marketing, mais quelque part l'affect aussi. On a l'impression que. Enfin, on peut pas ignorer, vu les réactions des fans par rapport à la prélogie et puis ensuite à la trilogie qui a suivi, donc les 7, 8, 9. On a un univers qui appartient un peu un petit peu à ses fans aujourd'hui. Et du coup, on sait, j'ai l'impression que c'est le produit, c'est la première fois qu'ils se disent, bon voilà, il va falloir caresser les fans dans le sens du poil et on va leur proposer quelque chose
qui ressemble à à l'idée qu'ils se font d'un univers Star Wars. C'est comme ça que je l'ai Mmh, ressenti. Et encore, tout moi, à fait. paradoxalement, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était très personnel en même temps. Tu vois, Mhm. c'était bien tourné dans le sens où on sentait qu'il respectait le matériel d'origine, mais en même temps, il avait envie de raconter son histoire. Il n'y avait pas forcément, en tout cas au début, c'est le sentiment que j'avais, des cases à cocher. Il y avait de la nouveauté. Il y avait quelque chose de nouveau qui apparaissait. Il y a Romuald qui nous a rejoint dans les commentaires sur YouTube, mais je ne vais pas tout de suite prendre sa remarque parce que je pense qu'elle arrivera dans une deuxième partie de, pas dans les spoilers, mais on va en reparler un petit peu après. Voilà, on Salut continue un peu. Romuald. Euh, Salut. oui, donc direction artistique, Jean-Marc, toi aussi, tu l'as ressenti, ça? Complètement. Pour revenir sur les concept art des épisodes qu'on voit en fin de générique, ça fait partie du petit plaisir que j'avais à regarder cette série. Je me disais, en plus, à la fin, on va voir de beaux travaux d'artistes. Bon, selon une ligne claire, le projet était déjà greenlighté. C'est pas vrai, à mon avis, c'est pas vraiment des concept art, c'est des ébauches des concepts qui seront développés dans chaque épisode. Et à chaque fois, c'est du bonheur pour les yeux. C'est presque plus beau, c'est même carrément plus beau d'ailleurs que la série. Mais on sent des fois alors je sais pas si les artistes ont une liberté totale, mais on sent qu'ils s'amusent un petit peu avec justement ces idées pour en donner une petite variation. C'est-à-dire que ce qu'on voit est pas exactement ce qui se passe dans la série. Ça se voit notamment sur Boba Fett. Et c'est intéressant parce que tu dis, ah oui, ça aurait pu aussi partir vers là. Si les artistes avaient le pouvoir total sur ce produit Disney, ce qui n'est pas le cas. Désolé, je vais peut-être la ramener souvent avec mon cynisme, mais quand on parle de Mhm. Star Wars aujourd'hui, moi je peux pas dissocier les deux, malheureusement. Il y a Faut être aussi, très conscient de ça quand on regarde du Star Wars, quoi, malheureusement. oui, bien sûr, ça reste une licence. Il y a des sous à faire derrière, on va pas se mentir. Avec Bébé Gros Goût, c'est du marketing, effectivement, hein, c'est des jouets à vendre. Et c'est ça, en fait, qui a beaucoup été reproché à la trilogie 7, 8, 9, c'est ils ont pas fait des ventes folles sur ces produits-là. Donc, il fallait qu'ils vendent quelque chose. Il y a le produit dérivé, ça fait partie de Lucasfilm, ça fait partie du Lucasfilm Bien depuis la sûr, première trilogie, depuis George Lucas. évidemment. Donc, effectivement, ils avaient besoin d'aller là-dessus. Il y a un autre point important dans la série, c'est la musique quand même. Le thème Oui, j'allais y général venir. qui est vraiment, enfin, qui reste dans la tête, qui est Carrément. présent, qui est un leitmotiv récurrent, quoi. Écoute, j'allais y venir à la musique quand j'écoutais Jean-Marc en parler là, de la direction artistique parce que euh, Star Wars, la première baffe que tu prends, c'est la musique. C'est-à-dire que t'es complètement, tu te prends les cuivres dans la tronche dès le premier film Star Wars. Et mine de rien, j'avais eu un effet un peu étrange quand j'étais allé voir le premier film Clone Wars au cinéma. Mm. Vous voyez quand ils ont fait ce film-là qui était Ouais, 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 tiré, en fait, qui était en prémisse de la série animée. Donc c'est le film, je crois, où apparaît Ahsoka pour la première fois. tout à fait. Alors que j'avais vu la série en 2D, là on nous dévoilait un univers en 3D et je me rappelle de ma frustration parce que je pensais aller voir un Star Wars et en fait on démarrait sur un faux démarrage de Star Wars, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait bien les lettres comme ça qui partaient en direction de l'espace, mais par contre la musique n'était pas la même. Et mine de rien, tu as raison, hein, Pierre, hein, le thème il me paraît très réussi. Il pose l'ambiance, vraiment. Quand je parle des génériques de fin, c'est aussi le cas. Une ambiance Et tribale. oui, c'est ça. Et puis un côté, alors je sais pas, moi je l'associe un peu au western de l'espace, je sais pas comment dire. Enfin, c'est un peu un truc que je ressens un truc comme ça, un peu lourd, un peu posé, et en même temps qui termine un pam 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 avec et je trouve que c'est un travail pas facile sur Star Wars aussi de réussir la musique quand on sait derrière quoi on passe par Oui, rapport au il film. y a un tel héritage, il y a des thèmes qui sont tellement connus, reconnus. Enfin, tu fais un blind test sur Star Wars, même quelqu'un qui connaît pas bien, enfin, il reconnaît le générique, enfin, les textes qui défilent, le thème de Dark Vador, des Skywalker, enfin, il y a des choses, il y a des leitmotifs comme ça qu'on reconnaît facilement, quoi. Mhm. Il y a C'est là Romuald? où Ah pardon. Ludwig Göransson a été très malin, c'est qu'il a justement pas du tout essayé de singer John Williams, mais de proposer quelque chose de nouveau, une sonorité nouvelle, en allant chercher ses instruments. Alors j'ai oublié les détails, mais je sais plus de quel pays vient cette espèce de flutio qui donne ce son très particulier et qui vient coller au côté western de l'espace. Là aussi,
c'est une réussite, c'est un coup de génie d'avoir eu ce thème-là. Romuald dit carrément western la musique et l'ambiance générale, un petit peu Eastwood. C'est vrai qu'on est vraiment dans l'ambiance western. Je pense à Cobra aussi, moi. Tu sais, ça me fait un petit peu penser à ça, Oui, il y a les cette planètes ambiance-là. poussiéreuses comme ça, mais Ah, aussi le Cobra, côté un peu franc-tireur, quoi. carrément. Et Romuald aussi nous dit, dans cette série, c'est aussi le retour de l'animatronique, notamment avec Grogu à l'ancienne, et quelle réussite comme le retour d'une vraie musique. Voilà. Ouais, tout à fait. Quand c'est bien fait, l'animatronique, ça a un charme, imbattable. Donc oui, oui, on est content de voir les practical effects de retour, dans les séries. C'est Après, indissociable de Star Wars. On veut des bah, marionnettes dans Star Wars, ça fait après des partie du moments package. d'errance, dans la prélogie où on a vu d'abord un Yoda super Il fluide a comme ça, tenté et des puis choses. Moi, ouais, je c'est ça. n'enlèverai jamais à George Lucas le fait qu'il a essayé quelque chose. Il s'est gaufré, mais il a essayé une nouvelle identité visuelle, qui est On a très propre aussi, à la prélogie pour le coup. Je trouve que ça, c'est réussi. C'est-à-dire que maintenant, on peut parler d'une imagerie à la préquelle de Star Wars. Moche, mais Voilà, singulière. il a imprimé une patte. Et là, je commence à mettre un petit peu plus les pieds dans le plat et à rentrer vraiment dans le vif du sujet de l'émission. On sent que quand même, sur les 2 premières saisons de Mandalorian, sur quelques épisodes du coup de Boba Fett où on voyait le Mandalorian, et sur certaines parties de la saison 3, et là je crois qu'on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, Allons-y. on se retrouve avec des choses où on est bouche bée devant l'écran en se disant, mais c'est ça le Star Wars que je veux voir, c'est ça, c'est celui-là qui me parle, c'est cette ambiance-là, c'est cette texture, c'est cette ambiance, c'est ces extraterrestres-là, c'est tout ça. Et là, et à ça, c'est en ça que les 2 premières saisons sont, à mon sens, des pures réussites, quoi. je vais quand même me servir d'un commentaire. On a aussi Cowboy Étoile qui est en commentaire sur Twitch. Bienvenue Cowboy Étoile. Qui d'ailleurs, on se demande si son pseudo ne fit pas parfaitement avec le thème de l'émission. Lui il dit: j'ai l'impression qu'à l'ère Disney, Star Wars doit vivre et être rentabilisé à tout prix. Je me demande où est l'innovation. Je vais donner un peu mon avis là-dessus. J'ai été très enthousiaste, moi, quand j'ai vu les 2 premières saisons de Mandalorian, que j'ai regardé très rapidement à la suite l'une de l'autre. Je vous renvoie, ceux qui nous regardent là ou qui nous écoutent en podcast, à l'émission qu'on a fait sur Boba Fett, parce qu'on était quand même un tout petit peu tous moins enthousiastes, et notamment aussi parce que Boba Fett, comment dire, était une sorte pour moi à un moment de Mandalorian 2.5. On savait pas trop où se situer. On arrêtait de regarder Boba Fett pendant 2 épisodes complets pour suivre le Mandalorian pour préparer la saison 3. Je me demande même si c'est pas un tout petit peu la saison de trop, parce que moi j'ai eu l'impression tout de même avec cette saison 3 qu'ils devaient défaire tout ce qu'ils avaient fait dans les 2 premières saisons pour que ça puisse continuer, justement. C'est pas impossible. C'est pas impossible parce qu'il y a une. Alors, ça y est, on y va là, on Oui, oui. déballe. Pas dans les spoilers, mais on peut commencer à sortir Non, la non, bien tirée sûr. lourde, là. D'accord. Bah, elle est effectivement, de manière générale, presque dispensable cette saison 3. J'ai pas l'impression que l'intrigue, avance énormément. Donc, j'irai pas jusqu'à dire comme toi qu'ils ont déconstruit ce qu'ils avaient, construit, mais par contre, je pense qu'ils l'ont pas poursuivi. C'est-à-dire ils ont fait du surplace. Cette saison 3, elle est un petit peu vide, hein, après, je pense si J'y- on peut rentrer j'y- dans les détails, ouais. mais du coup, Alors, spoiler. je lui ferai le même reproche que celui que j'ai fait à Boba Fett, c'est-à-dire quand j'ai regardé Boba Fett, j'étais intéressé que par ce qui se passait avec le Mandalorien. Eh ben, ce qui m'a intéressé dans le Mandalorian saison 3, c'est pas lui et les autres Mandaloriens, c'est tout ce qu'on voyait ailleurs, tout ce qu'on découvrait de la Nouvelle République et des restes de l'Empire. Voilà, je spoil un peu beaucoup peut-être, mais on commence à avoir d'autres personnages et on commence à nous dresser un peu le bilan de la société. Je sais que Pierre t'avait fait une remarque dans une émission précédente, je ne sais plus, sur quel thème, et tu disais: «Mais c'est fou, quoi, parce qu'on a l'impression qu'ils seront jamais à l'abri, même après une victoire. En fait, c'est toujours la galère dans la galaxie». Et ben là, j'ai l'impression qu'on nous raconte un tout petit peu, qu'on apporte une réponse à cette question. De dire: «Certes, on peut gagner contre les méchants, mais après tout, une fois qu'on a
qu'on a gagné stratégiquement, qu'est-ce qui reste, en fait, qu'est-ce qui reste de l'Empire, quoi, en fait. Il peut pas avoir Ouais, disparu, ouais, ouais, mais s'être ça, volatilisé. t'as tout à fait raison, mais je trouve que c'est une idée qui est pas assez exploitée. C'est-à-dire que ça, cette saison, elle est branlante, quoi. Je trouve que ça part dans tous les sens. Justement, il y a pas de fil rouge. J'ai l'impression qu'un épisode parle de quelque chose, après un autre épisode parle d'autre chose, alors que je vais pas dire la déchéance de la République, mais l'échec de la République en arrière-fond, c'était Mhm. vachement intéressant. On en parle vite fait en début de premier épisode, je crois, et puis à la fin, ah bah non, je peux pas Ouais. spoiler. Bref, on en parle comme ça succinctement, alors que ça aurait été. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est super intéressant ça. Et c'est pas du tout développé là. Alors, Là, je rebondis sur ce que vous dites tous les deux, et du coup, qui rejoint exactement mon avis. Alors, je le rappelle qu'on ne s'est pas concerté, hein. Vous voyez, on a tous à peu près le même avis. Je l'avais pense pas. pressenti, mais on ne s'est pas concerté, on n'en a pas du tout parlé avant, même pas 30 secondes, hein. Je tiens quand même à le Mhm. rappeler. Euh, Moi, je trouve ils essaient vraiment d'aller sur deux pistes totalement opposées. D'un côté, il y a cette histoire du Mandalorien qui essaie encore de poursuivre son aventure, sa quête d'identité, son appartenance à son peuple, où est-ce qu'il se positionne par rapport à ça, avec Grogu, etc. Sa recherche, lui, où il devient un peu plus un père, voilà. Bon, il y a ça. Et à côté de ça, on essaie de nous vendre justement cet aspect politique qui est la recherche de pourquoi est-ce que la République est en train d'échouer, pourquoi est-ce que comment le nouvel ordre va remplacer enfin c'est quoi c'est quoi Premier le ordre. premier ordre va remplacer va remplacer l'Empire, pourquoi Palpatine va revenir dans l'épisode 9. Enfin, il y a tout ça qui est en toile de fond et je me suis demandé est-ce que finalement le succès d'Andorre n'a pas forcé, ou plutôt ils se sont dit, allez, il faut que vous mettiez absolument de la politique dans cette saison 3 de Mandalorian parce que ça a marché dans Andorre, donc voilà. Et je me dis que finalement, ils ont peut-être bouleversé le cahier des charges initial. On a forcé d'une façon ou d'une autre les créateurs à dire respectez ça, mettez ça dedans, c'est important. Mhm. Et que du coup, ça nous fait un château branlant qui est ni l'un ni l'autre et enfin, qui marche pas finalement pour J'ai envie d'expliciter un tout petit peu plus ce que je sous-entendais. Là, on est presque dans les spoilers, hein, mais il y a Romuald qui nous dit, nous, on a bien aimé, mais clairement, on prépare l'arrivée de Thrawn, je Throne. sais pas comment dire, Throne, Trône. euh, pour relancer l'univers post-Empire. Pour moi, je vais, et vous aurez compris, la synthèse de mon avis. Pour moi, ils ont tenté, enfin, depuis Boba Fett, ils tentent de se servir de Mandalorian comme, on va dire, la première série Star Wars pour avengeriser Star Wars. C'est-à-dire que et attention, hein, parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas Marvel. Moi, je trouve quand même que le MCU, c'est quand même une réussite, qu'on le veuille ou pas. Ils ont quand même réussi à build up un truc de fou. Maintenant, ils sont dans la galère parce qu'ils essayent de faire repartir, alors qu'ils ont fait partir beaucoup du casting originel. Mais là, je trouve que dans le format série, ça marche pas. Parce que ils te vendent une série. À la limite, j'aurais préféré qu'ils fassent une autre série dans laquelle il y aurait le Mandalorian encore, et encore je dis ça, mais ça marchait pas dans Boba Fett. Euh, mais en fait, le Mandalorian fait des. J'avais envie, si je devais titrer l'émission, je l'aurais appelé Side Quest Wars, parce que en fait, il fait des quêtes annexes, voilà. Il va sur une planète parce que là-bas, il y a un indice pour je sais pas quoi. On lui dit, alors, on va te le donner, ton indice. Par contre, pour ça, il faut que tu nous règles le problème avec l'aspirateur qui marche plus. Ça, Euh, ça, euh, pardon, ça Vas-y. faisait partie de la mécanique des deux précédentes saisons. Ça faisait même partie des défauts de manière globale, le fait qu'il y ait des quêtes secondaires. Mais comment Je dire, suis quand j'achète d'accord. du Mandalorian, je sais que je dois m'attendre à des quêtes secondaires qui vont pas faire avancer l'histoire. Ça, c'était le postulat de départ, hein. Tu as tout à fait raison, mais c'était ses propres quêtes secondaires, c'est-à-dire que c'était les quêtes secondaires qui faisaient avancer sa propre histoire. Et là, j'ai l'impression qu'on essaye de nous raconter une histoire plus globale, et lui ne fait plus que les quêtes secondaires. Tu vois, en Ah fait, oui, oui, complètement. je le caricature peut-être, c'est mon métier, mais voilà, c'est mon ressenti global. Il y a un truc qui me semble moins bien dosé là dans la saison 3. Et là, je vais rebondir sur un commentaire qu'a fait Romuald en début d'émission, dont j'ai pas voulu vous parler tout à l'heure. Et là, du coup, je compte sur Jean-Marc plus peut-être pour rebondir. C'est moi ce qui me gêne pour le coup, c'est que effectivement, ils essaient de faire un truc à la Marvel,
Je dirais pourquoi Complètement. pas, et ça peut marcher, ça pourrait marcher en tout cas. Et il y a quelque chose à tenter là-dessus. Mais le problème, c'est que pour le coup, il faut avoir vu Star Wars Rebels, ou en tout cas The Clone Wars, enfin Clone Wars. Et là pour moi, le coup, là je bloque. Parce que on n'est plus dans la série live, on n'est pas dans le film, on est dans la série animée, d'une qualité, bon, ça c'est mon avis, qui me rebute, Discutable. moi, voilà. Ouais, moi aussi. Donc là, moi j'ai vraiment eu le sentiment, alors, je sais pas où est-ce que vous vous situez tous les deux par rapport à ces séries-là, mais moi je les ai jamais vues. J'ai vu des bribes d'épisodes Non, par-ci par-là, pareil. mais regarder la saison 3 de Mandalorian sans avoir vu Clone Wars et les autres, moi j'avais vraiment l'impression qu'il me manquait. Il me manquait des pages du livre là. Je ne comprenais, il y avait des choses que je n'arrivais pas des points que je n'arrivais pas à connecter entre eux. Bah, Mhm. c'est le cas, hein. Bo-Katan, qui est un personnage super au demeurant. Si tu connais pas Clone Wars, tu passes à côté de, oui, la, la quasi-totalité de l'intérêt de ce personnage, quoi. Là, la série, The Mandalorian en elle-même, les conflits de Bo-Katan, la quête de Bo-Katan, même la personnalité de Bo-Katan, elle est complètement mise sous silence. C'est scandaleux, ça m'énerve. Mhm. D'ailleurs, j'ai lu des critiques acerbes sur ce personnage parce que j'ai vu, c'était un vétéran de l'armée qui disait, mais qu'est-ce que c'est que ce chef d'armée qui envoie les gars dans un piège alors que à partir du moment où tu te fais attaquer, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu bats en retraite, essaies de savoir d'où viennent les ennemis, etc. Non, eux, ils foncent tête baissée dans un piège. Bon, alors, effectivement, c'est du Star Wars, c'est de la science-fiction, c'est romancé, mais c'est vrai que on est arrivé, on est plus dans les années 80. Il y a des choses qu'on n'arrive plus à accepter de Star Wars parce qu'on a une telle éducation à la culture pop, à toutes ces choses-là en fait qui entourent tout ça, qu'on a du mal à y croire. Et je me suis même dit, finalement, il y a des choses sur Star Wars qu'ils n'ont jamais essayé d'expliquer, qu'ils auraient pu expliquer comme ils ont expliqué pour l'étoile noire, par exemple. C'est pourquoi est-ce que tous les vaisseaux, les ordinateurs sont encore avec des sortes de vieux systèmes qui ont l'air de dater d'il y a, je sais pas, de notre époque en tout cas, de notre galaxie lointaine. Et je me Mhm. suis dit, il pourrait l'expliquer, par exemple, je sais pas, pour éviter de lutter contre des virus informatiques, des intelligences artificielles qui pourraient aller dans les systèmes plus perfectionnés. Tu vois, il y a des choses qu'on pourrait expliquer comme ça. Mais finalement, il nous laisse des choses sur lesquelles on n'arrive plus à croire, sur lesquelles on n'arrive plus à rentrer. Et moi, du coup, entre une série Andorre qui est hyper réaliste, qui se veut très politique, etc. Et là, on se retrouve avec un Mandalorien qui fait presque du Boba Fett. Et il y a tel écart entre les deux que ça marche pas aussi bien que le MCU qui essaie de plusieurs styles qui arrivent finalement à se croiser. Oui, tu as mis le doigt sur ce qui craint, hein, dans cette saison, c'est oui, le manque d'initiative, le manque de prise de risque, le manque d'innovation. Moi, j'étais très, 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 très impatient de découvrir cette saison 3 parce que j'avais vraiment retrouvé la foi dans Star Wars. Et là, c'est un peu disparu. Il y a moins eu ouais, il y a moins eu de tentatives. Peut-être parce que c'est leur projet phare et que du coup il est hyper calibré, je sais pas. Moi j'aime à croire qu'Andor a fonctionné parce qu'on a laissé on a laissé une liberté à Tony Gilroy, alors que Mandalorian est plus sous le radar de Mickey. Alors, je sais pas, hein, mais peut-être qu'elle est un peu plus bridée et ce qui m'amène à la problématique principale, le retour de... Ah, je spoil peut-être. Ouais, bah c'est Allez, on peut-être le passe à la moment partie de spoiler. passer à la partie spoiler. En 30 minutes et on passe à la partie spoiler. C'est pas beau, ça a réglé comme une horloge à midi. Cowboy Étoile nous dit une mandale ou rien. Alors vas-y, C'est pas un Jean-Marc, spoiler, qu'est-ce que tu mais. allais nous spoiler? Dis-nous tout. Alors, bah après, c'est pas vraiment un spoil parce que la Ah, quoi, communication... on revient à la Ah bah partie on J'aimerais revient. bien y venir. La communication tourne autour de ça, mais c'est le retour de Grogu. Est-ce que, pas tomber dans le complotisme, mais est-ce que c'est une volonté de Jon Favreau et de Dave Filoni? Peut-être pas. Je sais pas.
J'adore imaginer ce qui se passe dans les réunions market des produits que j'aime bien. Donc, par exemple, Star Wars ou Marvel. Enfin, j'aime pas les Marvel, mais je me plais à imaginer ce que sont ces réunions de créa, de marketeux, tout ça. Et peut-être que le retour de Grogu était pas initialement prévu, mais Ouais, plutôt imposé. Alors c'est un truc que je me suis dit, c'est un truc après que j'ai vu sur les internets. Alors va dénicher le vrai du faux là-dedans. Mais plutôt moi je me suis dit à la fin de la saison 2 les deux sont séparés. Waouh, on veut qu'ils se retrouvent parce qu'on adore bébé Yoda, bien sûr. On a envie que cette dynamique revienne et que tout l'intérêt de la saison 3 est de les faire se retrouver. Bam, il se retrouve dans Boba Fett. Ce qui est rétrospectivement une idée à la con. J'ai ah repensé à oui, l'émission oui, qu'on avait fait sur très Boba Fett. mauvaise idée. Et Très mauvaise idée. j'avais quelque part un peu défendu ce parti pris en me disant, ah, ils essaient un truc, en plein milieu de Boba Fett, on passe au Mandalorien, c'est bien, c'est pas calibré, c'est pas une stratégie froide. Mais en fait, non, c'est une idée qui est complètement branlante parce que déjà, tu sens que c'est presque improvisé. Et je trouve, et là, le gros goût back, bah, du coup, retour à la case départ, saison 1. Voilà. Nul. Mhm. C'est justement, attends, retour à la saison 1, sans les enjeux de la saison 1. Et quand je Sans les enjeux parlais, de quand je parlais de ce qu'ils avaient fait et de ce qu'ils avaient défait, pour moi, ils ont défait un moment super, c'est-à-dire quelqu'un qui lui dit, tu sais, Grogu, il vit pas dans le même espace-temps que toi. Il va pas, il va rester bébé ultra longtemps. Tu peux pas t'occuper de lui. Donc, il est obligé de partir vers l'ordre Jedi ou vers un truc autre, là où on va vraiment pouvoir s'occuper de lui. Et donc, ils défont ça dans Boba Fett, donc c'est pas le Mandalorian les créateurs du Mandalorian qui sont responsables de ça. Mais qu'est-ce qu'il cherchait Moff Gideon dans la saison 1? Il le voulait... sang de bébé Yoda. Ouais. Donc, pourquoi il cherche plus Baby Yoda dans la saison 3? Parce que le scénario, À c'est partir du terrible, hein. moment, à partir du moment Ça, où c'est t'as un Moff gros trou dans le Gideon scénario. À partir du moment où t'as Moff Gideon qui revient et les clones et les machins, et il lui faut la force, donc ça c'est tout ce qu'on nous vend vers la fin de saison. Pourquoi, maintenant que le Child n'est plus sous protection et que Moff Gideon n'est pas mort, pourquoi personne ne veut récupérer ce foutu gamin? Il y a un problème dans le scénario, ça va pas Et du ben tout, du tout. peut-être, là, c'est en t'écoutant parler que je commence à avoir la certitude que c'était pas prévu dans l'esprit des créateurs et que bébé Yoda et que le retour de Grogu leur a été imposé et qu'ils ont dû Hmm. composer avec ça, parce que finalement, Grogu ne sert à rien en plus dans cette série. Il sauve la vie de Jinjarin. Bon, ça devait arriver fatalement et on est très content quand ça arrive. Mais dans l'absolu, tout le reste de la série, il y a des plans sur ses yeux. Voilà. Et ça m'énerve parce que au début, moi, j'avais beaucoup d'affection pour ce personnage, mais je me disais, les détracteurs de Star Wars, ils vont dire, non mais arrêtez de nous prendre pour des jambons, c'est juste une marionnette mignonne et tout. Et là, il en est réduit à ça, Grogu. Il ne fait rien, il est juste mignon, c'est juste chiant. Donc, je commence à croire sincèrement qu'ils ont été obligés de l'intégrer alors qu'ils ne le voulaient pas. Il y a des Il y notifications, a, peut-être vous voulez que je change le son. Ouais, si tu peux les enlever. Pendant Ouais, ce temps-là, je te dirais en plus, moi, comment ça marche? il y a autre chose hein, sur Grogu, c'est quand même pas rien. Il parle du fait qu'il pourra pas mettre sa tête dans un casque tout de suite, donc tout le monde tu vois, à ce moment-là, je pense figurine, je pense saison 4, Grogu avec un casque de Mandalorien ou pas, où tu fais passer les oreilles, et puis là, ils lui font une petite armure comme ça sous son manteau. Ah, c'est trop mignon! Et j'ai vu des photos aujourd'hui sur Twitter de gens qui ont fait «Ah, c'est trop mignon!» Oui, C'est d'accord. mignon, Ben oui, c'est mignon, mais c'est clair. et ça sert à rien. Mais Et ça par raconte contre, rien. oui, et par contre, je voulais pas trop en parler parce que enfin, dans la partie non spoiler, ben, il y a quelqu'un, donc c'est Romuald qui parlait des technical effects tout à l'heure. J'ai quand même eu à certains moments l'impression de regarder Team America, moi. C'est-à-dire des marionnettes qui se baladent comme ça avec les pieds qui touchent pas le sol. Ah Et oui, avec j'ai envie de faire un parallèle, moi, presque entre une scène de Team America, parce que justement, Team America, pour pas faire tourner des acteurs, ils ont fait des marionnettes, et franchement, c'est ridicule. Et ben, il y a des fois, il y a des moments où j'ai vraiment pensé à ça en me disant, bah,
ça ressemble au plan qu'ils ont voulu ridicule dans Team America. Mais bon, bref, voilà, ça c'est la petite Mais même parenthèse. dans ce qu'il raconte, finalement, dans cette saison 3, il y a pas de surprise, il se passe rien, quoi. Enfin, c'est téléphoné, c'est surtéléphoné, c'est vu, revu. Enfin, c'est le retour du clone. Le clone qui fabrique, enfin, le mec qui fabrique des clones de lui-même pour être plus fort. Enfin, quel est l'intérêt? Après, il y a même eu des théories qui disent, regardez, il a pas sa moustache, donc lui, c'est déjà un clone. Il y a eu ça. Enfin, voilà, ça va là, et puis ça raconte rien, ça fait C'est pas avancer plat. le schmilblick, quoi. Ah non, carrément pas. Non, non, Bah, c'est très surtout plat. Alors, que. moi, j'essaie de sauver les meubles à chaque fois parce que ça reste du Star Wars et voilà, j'aimerais toujours Star Wars, aussi nul soit-il. Donc, j'ai bien kiffé la petite vibe Rick and Morty avec tous ces clones et ces mecs en armure et des jetpacks. Et on peut peut-être parler des trucs positifs. Les scènes Oui, oui, d'action oui, sont allons-y quand même. plutôt réussies. Le spectacle visuel est au rendez-vous. On est dans du Star Wars. Il y a rien eu de novateur dans cette saison. Peut-être la saison 4, on espère. Mais en tout cas, le deal de base est respecté. Ce qui m'embête le plus là-dedans, c'est que j'admettrai jamais qu'il faut mettre son cerveau de côté pour regarder du Star Wars. Et là, cette saison 3 nous prouve que si. Parce qu'il faut justement, il faut surtout pas réfléchir aux stratégies employées par les uns et les autres, parce que on dirait que ça a été écrit à la va-vite parce que c'est pas réfléchi. Et c'est triste, mais cette saison, elle stimule pas du tout l'intellect. Absolument pas. Non, alors moi, pour tout vous dire, hein, je vais un peu vers le bilan de ce que j'en pense. Déjà, j'ai eu beaucoup de mal à la regarder. J'en ai vu trois, et quand Pierre m'a dit, bon, bah, c'est mercredi, j'ai dû les regarder depuis vendredi. Voilà, j'ai dû rattraper mon retard avec Ouais. bien des difficultés. Le side quest Wars, c'est vraiment le moment où il arrive sur la planète avec les droïdes. Je trouve c'est intéressant. Voilà, où on se rend compte qu'il y a une planète sur laquelle euh, il doit, enfin, on se rend compte que les droïdes de l'Empire, on les revoit parce qu'en fait, ils les ont pas complètement détruits, ils servent à quelque chose. Bon, très bien, ça m'intéresse, raconte-moi cette histoire. Et là, il parle à un personnage qui est joué par Jack Black. Donc, je trouve que c'est trop. Ils auraient pas dû mettre Jack Black à cet endroit-là, ils auraient dû le mettre sur un vrai rôle. Donc, il arrive, il a une question à poser à Jack Black et, et il lui dit, alors, je veux bien, mais il faut quand même que tu résolves mon petit problème. C'est parce que voilà, il y a des droïdes qui se comportent mal. Et donc, ils nous font tout un épisode là-dessus. Et quand tu passes aux gros épisodes de résolution, c'est-à-dire on doit aller reconquérir Mandalore, Bo-Katan, elle a vu quelque chose, c'est le signe, parce qu'en plus il y a ça aussi, hein, c'est qu'on est obligé de croire à leur credo, là, de croire à leur creed. Et moi, il me semblait tout de même que dans les deux premières saisons, ben, j'avais l'impression que son chemin c'était de s'en détourner. Et en Mm. fait, là, on nous raconte que les deux qui sont. Enfin, c'est-à-dire qu'il est allé voir Bo-Katan. J'ai l'impression que dans les saisons 1 et 2, il voyait Bo-Katan et elle lui apprenait qu'on peut aussi se détourner de ça. Et j'avais l'impression que pour devenir un père, ou devenir un père de substitution pour le child, il allait devoir un peu remettre son amour-propre de côté et puis mettre son credo de côté. Et là, en fait, ils font tout l'inverse, il y revient. Et quand on arrive enfin à l'épisode deux grosses bastons, ça tient pas debout. Ça ne tient pas debout parce que ils arrivent, c'est une embuscade. Vite, vite, attraper-le, il faut attraper Din Djarin. Pourquoi? Et là, j'irais même plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont des éléments des Mandaloriens, de l'intrigue, qui pourraient être utilisés dans le scénario, qui pourraient aller te surprendre. Moi, je me suis Hmm. dit à un moment donné, si ça se trouve, Gideon, il est sous un des casques, c'est un des Mandaloriens, il est là, personne ne peut savoir que c'est lui, puisqu'ils ont tous un casque qu'il n'enlève jamais, et il Ouais. est parmi eux, et il les espionne depuis le début. Et bah non, c'est tous des gars bien, les Mandaloriens, voilà, il n'y en a aucun Ouais. qui est un salaud, qui se cache, ou j'en sais rien, qui utilise ça pour se cacher. Hmm. Non, il C'était Non, veut non, tellement non, téléphoné, quoi. c'est une pour- coquille vide. pourquoi il veut devenir comme eux en fait? Il attrape Din Djarin, tous les autres se retrouvent coincés de l'autre côté. Din Djarin, donc le Mandalorien, arrive à s'échapper. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Gideon? Il fait. Certes, vous avez réussi, je sais plus, oui, vous avez réussi à détruire leur vaisseau qui lui-même était une coquille vide parce qu'en fait c'était un leurre. Donc bravo les gars, bravo les méchants, vous êtes vraiment débiles.
Et donc il dit: «Hein, mais par contre, Din Djarin a réussi à s'échapper». Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans sa base secrète, devant la chambre avec ses clones. Il se barre de la chambre. Je sais pas où il est parti et du coup, l'entrée est libre pour le Mandalorien et du coup, il va fumer tous les clones et Et j'ai vu l'autre, il arrive passer. derrière et il fait: «Ah! Ah mais tu tué mes clones, tu vas me le payer!» Mais Et, c'est- c'est débile! et ça me fait penser à des mèmes que j'ai vu passer sur ce sujet-là à propos d'Austin Powers, où le gamin dit à son père, dans le 2 ou dans le 3, je sais plus, d'Austin Powers, il dit au docteur d'enfer, mais pourquoi t'as mis que 2 gardes? C'était sûr qu'il allait s'échapper avec seulement 2 gardes, fallait descendre tout de suite, fallait pas Et peur. là, il les a mis 2 par 2. Voilà, il a mis des portes et il en a mis 2 à chaque fois et en plus, il leur pique Il leur ferme arme à la chaque porte fois. au passage, ouais, bon. Il leur pique leur arme à chaque fois. Il arrive, il est désarmé, il le pique un couteau au premier, ça lui permet d'attraper la matraque du deuxième, ça lui permet d'attraper le blaster du troisième, et du coup, il tue le dernier. Mais Alors, on essaie quand j'ai même de halluciné. sauver la série, mais il y a vraiment peu de choses à sauver. Alors, moi, visuellement, j'étais quand même scotché à chaque fois. À Oui, chaque fois, oui. je trouvais que c'était super beau, que c'était fin, que c'était réaliste. Je me dis, on a atteint un niveau qui est incroyable. Mais c'est vraiment le seul truc que j'arrivais à sauver. Moi, ça a été pareil, c'était très très difficile d'avancer dans cette saison 3. En plus, ils nous mettent des miettes de pain sur le retour de l'empereur parce qu'on a bien compris qu'ils sont en train de bosser sur le clonage, etc. Mais finalement, ça va pas très loin, tu sais. Alors, est-ce qu'ils gardent ça pour la saison 4? Est-ce qu'ils gardent ça pour autre chose? Parce que si j'ai bien compris, et là, je m'appuie sur Romuald qui est dans les commentaires, qui a peut-être mieux suivi que moi, parce que pour moi, ça a été un gros bazar. Il y a eu des annonces qui ont été faites de Star Wars les semaines dernières. Enfin, pas la semaine dernière, mais ces dernières semaines, pardon. Et en gros, ils vont faire un film, si j'ai bien compris, qui va être la conclusion à la fois du Mandalorian, de Ahsoka et d'autres séries à venir. Voilà. Oui, c'est ça, ouais. J'ai Tout à entendu l'heure, la même chose. oui, tu parlais de la stratégie à la Et je- Marvel, bah, tout va se conclure dans ce film-là et qui fera, à mon avis, le lien vers l'épisode, vers la post-logie. Donc c'est pour ça, tu te dis, mais où est-ce qu'ils vont avec leur histoire d'empereur? Je pense qu'ils dosent ça très 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 bien. C'est-à-dire qu'ils vont, justement, ils vont les tirer le plus longtemps possible pour que nous, on soit là. Alors, pourquoi le Palpatine est revenu? Comment ça se fait que Palpatine Oui, soit mais, revenu? oui, mais si Parce c'est parce juste qu'ils pour vont garder ça le expliquer. plus longtemps possible, si tu veux. Ils vont étirer le truc pour faire le plus de contenu. Tu te rends mais compte, si c'est juste pour expliquer le plot que tout le monde a détesté dans l'épisode 9, mais Oui, c'est juste c'est pour ça, c'est c'est sûr que c'est juste c'est pour oh ça. là là, C'est mais juste c'est pour affreux. réparer la trilogie foireuse. Oh là C'est là. mais juste pour ça, malheureusement. Le fameux Somehow Palpatine did return. Palpatine Return, ouais, c'est quand ils ont signé le scénario de l'épisode 9, ils ont signé la mort de Star Wars, malheureusement, quoi. En sachant bien qu'il y a des gars comme moi qui vont continuer à suivre malgré tout, parce que effectivement tout nous mène, que ce soit dans Mandalorian ou dans, j'ai pas suivi la saison 2 parce que la 1 et je me suis vraiment fait chier. Bad Batch, mais en gros voilà le retour de Palpatine est le gros truc qui va nous, qui est c'est le gros fil rouge. Donc on est complètement phagocyté par ce Palpatine, par ce retour de Palpatine. On a, on Alors, C'est a, chiant. Ça on fait a chier. Romuald qui nous dit oui pour un film signé Filoni, et il dit comme Rey revient, on aura aussi gros goût plus vieux. oui, ils ont annoncé C'est une pas idiot. trilogie avec Rey qui va reconstruire l'ordre des Jedi, donc il y a probablement qu'on verra un gros goût plus âgé. Voilà, Et c'est. on a notre sniper de l'humour Cowboy Étoile qui dit c'est pour ça qu'ils étirent le truc, c'est pour que Pal patine. Oui, c'est pas Carton mal. rouge, un sabre rouge. Alors, Le sabre Après, il rouge faut n'aime aussi pas le savoir sabre une rouge. chose. Il faut aussi savoir une chose, c'est regarder, enfin comprendre ce qui s'est passé par rapport aux résultats financiers de Disney dernièrement. Disney Plus, c'est pas la réussite qu'ils espéraient. Et surtout, ils sont en train de se rendre compte d'une chose, c'est que des grosses boîtes comme eux, ils ne peuvent pas se passer des salles de cinéma. Ils ont eu un espoir, on va pas se mentir, à un moment donné, de se dire, c'est bon, on n'a plus besoin du cinéma, on va diffuser sur nos plateformes, les gens vont s'abonner, on aura du flow en cash à continu, mais ça marche pas. Donc ils sont en train de revenir au cinéma. Et ce qui aurait dû être une conclusion probablement dans des séries ou dans un téléfilm ou autre chose, va finalement sortir au cinéma, va trouver sa conclusion au cinéma, parce que les séries, c'est pas rentable, tout simplement.
C'est aussi bête et aussi financier et aussi terre à terre que ça. Non, bah, Mm. écoute, tant mieux. Moi, je voyais déjà poindre la mort du cinéma. Je sais que c'est un truc qu'on dit depuis des années. Voilà, c'est une menace qui plane. Mais je me suis dit, après la pandémie, ah oui, d'accord, ok, donc là, c'est l'autoroute du streaming. Les salles vont avoir du mal à s'en remettre. Et ce que tu dis est hyper rafraîchissant, hyper positif. Oui, il faut continuer au maximum d'aller au cinéma. Tant mieux. Tant mieux qu'ils se soient plantés sur ce sujet, tu vois. Enfin voilà, on Je est... je sais pas si Oui. c'est. En fait, là où je mettrais un tout petit bémol, après tout, je dirais, je sais pas si c'est planté, euh, parce que ça aura vécu ce que ça aura vécu. Même si je me rappelle très bien, il y a quand on était au milieu de Loki et des séries Marvel, tout ça, donc là on est un peu moins et tout. On est un peu moins dans les séries du MCU, mais je disais, je vis ma meilleure vie de viewer, Alors, franchement. je suis d'accord Et avec toi, mais je pense que ce qui va se passer, c'est que ça va pas péricliter. Il faut pas non plus partir dans l'excès inverse, mais il y a probablement un équilibre qui va s'établir d'ici 2 3 ans, où on aura un rythme des séries qui sera trouvé. Ils auront trouvé le bon rythme, ils regarderont leurs petits chiffres, leur petit tableau Excel. Ils se diront, voilà, il faut qu'on sorte les séries à tel rythme, avec les films qui arrivent à ce moment-là de la saison ou de la période de l'année pour que ça puisse fonctionner. Quand ils auront trouvé ça, nous aurons bien hameçonné, on s'en mordra au truc et puis voilà, ça sera réglé. Mm. Ouais. Voilà. Eh ben, on a je Romuald pense qui nous toi qui avais dit. peur d'être cynique. Ah, pardon. Ok. On a Tu as Romuald qui trouvé nous ton dit maître. Palpatine, ce sera sa recommandation culturelle. À Romuald, Palpatine revenait en comics dans l'Empire des Ténèbres et c'était très bien. Et j'en Et profite. Eh ben, je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouvais ça déjà un peu poussif dans l'Empire des Ténèbres, mais j'ai fini par l'accepter parce que je suis un fan et les fans ça accepte. Mais j'étais déçu. Je me souviens, j'étais adolescent quand j'ai découvert ça et j'étais déçu. Je me suis dit, ah, c'est un peu. Même à cette époque-là, je me disais, mais non, il peut pas avoir survécu, c'est pas possible. Mais bon, hmm, allez, mettons, acceptons. Et là, quand ça fait partie du canon officiel. Mais oui, en effet, c'était déjà le cas dans le Légende. Palpatine était déjà revenu. Et donc C'est là je, aussi la pauvreté du truc, quoi. C'est-à-dire qu'il c'est à court d'idées, à court de, enfin, à court, oui, à court de bonnes initiatives, ils vont piocher dans l'univers étendu qu'ils ont annulé. C'est brillant. Moi, je te dirais, tu vois, Romuald et toi, vraisemblablement, vous n'êtes pas du tout d'accord et je propose que vous alliez vous disputer en commentaire sous la vidéo. Ah d'accord, bah peut-être, hein, avant de conclure cette partie spoiler et de passer aux recommandations de la semaine, je dois quand même dire que il y a, il y a quand même des petites choses. Moi, ce personnage de Throne qu'on nous vend, là, le gars à la tête bleue, ouais. je sais pas comment le dire autrement, lui quand même, j'espère qu'ils vont le réussir parce que ça m'a l'air d'être un antagoniste qui pourrait avoir une place de choix dans l'avenir de la franchise. Et bon, moi, c'est Ben, quelque chose carrément. qui m'intéresse à fond, le voir. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et bah, je te recommande bah, du coup Clone Wars. C'est pas Marocco, hein, mais je te recommande Clone Wars où ce personnage est réintroduit dans le canon officiel de Star Wars parce que jusqu'à présent il faisait partie que du légende et c'était un des personnages les plus adulés par les fans parce que il est hyper charismatique. Et de le voir dans Clone Wars se faire un petit peu damer le pion par des rebelles, c'est vrai que tu te dis ah merde, il s'est un peu fait Disneyifier comme tous les personnages de Star Wars. Et là, du coup, peut-être qu'il faut pas trop en attendre non plus parce que ça reste Disney, quoi. Mais oui, moi, je suis assez d'accord. Je suis très content de revoir Throne et de voir ce qu'ils vont en faire. Je suis un peu sceptique en voyant les premiers visuels. Je sais qu'ils ont repris le casting voix de Throne dans Clone Wars, donc sa voix, qui entre parenthèses est parfaite pour ce personnage, et la même, donc ça reste cohérent. Par contre, physiquement, je trouve que Throne avait d'autres traits. Mais bon, Timothy Zahn lui-même a validé en disant oui, oui, non, mais tout à fait, c'est le choix parfait. Le mot Donc de la voilà, tout fin, va bien dans le Greg. meilleur des mondes. Le mot de la fin, Greg Dyser.
Le mot de la fin, le mot de Non, la t'avais fin. quelque chose à rajouter, je voulais demander, en fait, ou pas? Par rapport à la série, par Bah, rapport au Mandalorian et les non, alors, Star Wars. non, bah, on verra bien. Je me demandais si Thrawn, finalement, c'est pas le personnage que j'ai vu dans les BD Star Wars dans les années 80, Il est dans les BD de l'Empire des c'est Ténèbres, le ça. mec bleu aux yeux rouges. Non, je Il vais a un donner design le de ouf, avec son costume blanc, là, c'est génial. Alors, je vais remercier, non, je vais remercier Romuald et Cowboy Étoile qui étaient très présents dans les commentaires. On n'a pas pu te prendre. Cowboy Étoile, il dit réjouissons-nous, Disney ne nous a pas lancé un Star Wars multiverse. Et ben moi, je crois que si, en et fait. ben ça, je pense que ce sera le débat dans la prochaine série Ahsoka, mais on y reviendra et Jean-Marc sera notre invité pour Avec cette grand série. plaisir. Voilà. Et je remercie aussi Marie qui nous écoute, qui nous avait rejoint sur Facebook, qui nous a fait un petit coucou en passant. Voilà. Salut Et on Marie. passe aux recommandations Oui. de la semaine. Voilà, voilà. Alors, Craig Dyser, tu as eu du mal à trouver ta recommandation. Quelle est-elle? J'ai pas eu du mal, en fait, Tu as eu du mal à choisir? non, c'est juste qu'il a fallu que je retrouve et en fait, j'aime bien présenter quand je présente un livre, l'avoir avec moi et vous le montrer comme ça. Il Mmh. se trouve que je l'ai pas avec moi, mais quand j'étais en dédicace au festival du livre à Paris, j'ai croisé chez mon éditeur Albin Michel une illustratrice jeunesse, qui était, ça m'a tout de suite attiré le regard parce que, donc, Cléo, ça se passe, c'est Super Sirène, donc ça se passe dans le monde sous-marin. Et on avait une autrice, je cherche son nom, qui a fait un livre d'illustration, La Grande Plongée. Et ce que j'apprécie beaucoup, je mettrai le lien en commentaire, c'est que c'est un livre avec une bande son Ah! Ah, c'est original ça. qui est téléchargeable, enfin en fait, on peut la lire sur le site Albin Michel. Donc c'est pour ça que j'envoie le lien aussi. lagrandeplongée.albin-michel.fr. Et donc, déjà, je trouve que les images sont vraiment belles. Et c'est vrai que c'est des images. Alors, dans la prochaine maquette de l'émission qu'on vous prépare aussi, je tease un petit peu avec Pierre. Là, on vous concocte un truc. Enfin, c'est surtout lui qui fait toute la technique. Et puis moi, je ferai un petit peu des visuels, je pense. On pourra vous montrer. Donc, c'est des très très beaux visuels, hein, dans les tonalités de bleu avec des couleurs vraiment éclatantes. Et beaucoup de. Vous savez, c'est un peu. J'aime pas forcément la comparaison, mais un peu dans où est Charlie, quoi. En fait, on cherche plein de trucs comme ça, et donc j'ai hâte d'avoir le bouquin entre les mains pour me faire la lecture avec la bande son, parce que je pense que je suis vraiment dans cette problématique-là quand je fais de la BD, essayer parfois de mettre des textes un petit peu pour ralentir la lecture, parce que si on met pas de texte, en fait, le regard passe très vite et on Mmh. tourne les pages. Et là, du coup, on est vraiment dans un bouquin qui finalement a peu de pages, mais je pense qu'avec la bande son qui dure pas si longtemps, hein, 10 minutes, 10 minutes 30, ça va temporiser la lecture, quoi. Ouais, Donc, ça rajoute une dimension supplémentaire, ouais. Je Carrément, exactement. vois. c'est ce que j'allais dire. Je La Grande prends. Plongée aux éditions Albin Michel. On vous mettra ça dans les commentaires. Et je prends. Ah bah non, je le chien qui arrive, donc je laisse je laisse la patte à Jean-Marc pour la recommander. Alors, ma recommandation, en fait, c'est un podcast qui vient juste de démarrer et dans lequel, j'interviens, qui s'appelle «Sa Tu es place est dans partout. un musée». Pardon? Tu es partout, je dis. Pas tant que ça, mais j'essaye. Bien. Ça s'appelle «Sa place est dans un musée». Heu Nice. et ça traite, les gros fans l'auront reconnu, de Indiana Jones, parce que c'est une réplique, précise, dans la dernière croisade. Sa place est dans un OK. musée. Et donc on traite de l'univers d'Indiana Jones en général, en attente de ce cinquième volet, Mmh. qu'on attend avec, avec crainte, mais aussi avec une certaine, excitation. Et donc on OK. développe tout ça dans ce podcast, Et on fera une ouais. émission sur Indiana Jones 5 avec Romain Ah bah Danois voilà. qui a reçu il y a quelques jours l'acteur qui joue Belloc, vous voyez, dans le Oui, premier Indiana j'ai Jones. vu ça, Voilà. oui. Paul Freeman. Voilà. Donc ma recommandation de la semaine, rien à voir, moi c'est du cinéma, c'est le film Le Mans 66 qui s'appelle en Mmh. fait Ford versus Ferrari dans sa version originale, donc qui raconte bah, la concurrence entre les deux marques au moment, enfin dans les années 60 et plus particulièrement au moment bah, de la course du Mans. Et c'est toujours très intéressant, je trouve, d'avoir ces zooms sur des points historiques où on voit comment les égos
peuvent changer la donne sur des choses, comment les gens Carrément. peuvent vraiment, comment le poids d'une seule personne peut changer vraiment quelque chose, et je vous recommande vivement, quoi. Voilà. D'accord, donc Mm. Le Mans 66, un film de James Mangold avec Christian Bale, Matt Damon, John Berntal et Ouais. Et plein de il dure monde. 2h30 et je les ai pas vus passer 2h30. Et Très Pareil. honnêtement. tu l'as vu au cinéma? Non, je l'ai Non, vu. Écoute, je l'ai terminé. C'est pour ça que j'étais en retard à la mission. J'ai d'accord. Et tu terminé l'as ce vu C'est sur une soir. quelle très bonne raison. plateforme alors? Je l'ai Sur vu, Canal? je l'ai vu sur Disney+. Voilà. Disney+. Disney+. Ok, Voilà. super. Je Très mettrai le bon lien film dans les réalisé commentaires. par James Mangold qui va réaliser Indiana Jones 5, justement. Donc Ah Oh ah, là pareil, là, c'est parfait, la boucle est bouclée. magnifique. formidable. Voilà, donc bah écoutez, merci à tout le monde, merci à Romuald, merci à Cowboy Étoile, merci à Marie d'être dans les commentaires. Ouais, Merci, vas-y. comme j'aime bien faire partie, il a aussi fait Logan, voilà, un film que j'ai vu. Oui, Et Wolverine, d'ailleurs. exactement. Pardon. Merci Jean-Marc d'être venu en notre compagnie à nouveau. On te retrouvera avec plaisir pour la prochaine série Star Wars, à savoir Ahsoka, qui sera Oui. diffusée au mois d'août, si je dis pas de bêtises, ce qui veut dire que l'émission sera à environ à la rentrée septembre-octobre dans ces eaux-là. Voilà, voilà. On y sera. Merci à toutes et à tous et à très bientôt dans un prochain épisode du Café Multiverse. Salut! Bye. Salut.